C'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve dans ce rendez-vous de l'actualité sur la chaîne du 21e siècle à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Star 21 TV, dont voici le sommaire. L'éventuel cas d'Ebola détecté il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire chez une ressortissante guinéenne s'est avéré inexact. C'est du cas ce qu'a relevé l'Institut Pasteur de Lyon en France. Insalubrité, on en parle dans cette édition. Les marchés de la capitale sont confrontés à d'énormes difficultés, surtout en cette période des grandes pluies. Illustration de cette réalité au marché de Cosa. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, de retour des vacances, le chef de l'État a repris ses visites inopinées dans les départements ministériels. Pour le président du parti Guinée moderne, ces sorties du chef de l'État démontrent à suffisance que l'État ne s'intéresse pas aux réels problèmes de la nation. De retour des vacances, le président Alpha Condé a visité quelques départements ministériels pour s'assurer de la présence des fonctionnaires dans leurs lieux de service. Pour le parti Guinée moderne, Alpha Condé devrait s'occuper des vrais problèmes du pays au lieu de contrôler la présence des fonctionnaires. Il a exercé une fonction qui n'est pas vraiment sa fonction. Je pense aussi que cela démontre à suffisance que le président n'a pas beaucoup à faire, pendant que la Guinée vraiment a besoin de tout ce qu'il faut pour sortir de cette difficulté où nous sommes. Il se permet d'aller visiter les ministères. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de choses à faire. En tant que président de la République, j'aurais beaucoup de responsabilités. Mais le moindre serait d'aller visiter les ministères pour vérifier les présences et les absences des officiels. Parlant de la mise en place d'un éventuel front contre le régime Condé, Thierno Yaya Diallo se réjouit et qualifie cela comme une extension de la chaîne politique guinéenne. Si aujourd'hui cette équipe devient beaucoup plus large, si d'autres partis politiques se reconnaissent dans notre combat et qui répondent à l'appel du président Sellou qui avait invité toutes les forces vives de nous joindre afin qu'on puisse continuer ce combat, mais pourquoi pas? C'est un sujet sur lequel nous avons discuté longtemps avant d'accepter à ce que nous mettions en place un protocole d'accord qui nous permette de mener des activités ensemble vers la défense de cette démocratie. Pour certains observateurs, un front composé de 3 anciens premiers ministres pour combattre un régime en place depuis 10 ans n'aura aucun effet positif. Surtout que certaines formations politiques ont démenti l'éventualité d'un quelconque front. C'était le reportage signé Alpha Omar Diallo. Pour décrisper la situation sociale et politique née de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, des citoyens de Conakry ont fait des propositions de sortie de crise. Ils se sont exprimés au micro de Yaya Bari. Pour une sortie de crise, comme vous le dites, l'État doit mettre des bouchées d'eau, procéder à la libération de ses opposants, et essayer de créer un climat de dialogue avec les opposants. Appeler les opposants à table parce que nous savons que les élections sont derrière nous maintenant. Et nous voulons aller devant pour décrisper la situation. Donc ils doivent appeler les opposants à table, discuter l'avenir du pays. Je pense qu'il faut qu'on se donne les mains, nous les citoyens guinéens. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'accepte. La politique, ça doit pas, la politique ne doit pas être à l'actualité de tous les jours, quoi. Tu vois, la politique, c'est un domaine que tous les Guinéens ne devraient pas s'adonner. Tu vois, donc c'est un domaine qu'on doit laisser aux politologues. Je pense que nous, Guinéens, Peul, Soussou, Malinké, nous devrions donner la main, vivre ensemble, s'aimer. Parce que là, il faut que je dise ça, on ne s'aime pas. Moi, je préfère un Peul qu'un Soussou. Un Soussou préfère qu'un Soussou, qu'un Malinké, ça, c'est pas normal. Il faut qu'on s'accepte. Je souhaiterais que le gouvernement et l'opposition s'asseyent ensemble autour de la table pour trouver une solution au cas des prisonniers politiques. Ils n'ont qu'à essayer de trouver ensemble une entente. C'est tout ce que moi je veux.
Je vous le disais à l'entame, il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon, France, sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités ivoiriennes comme infectée mi-août, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, le 14 août dernier, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire annonçait avoir détecté un cas de maladie à virus Ebola à travers une jeune patiente guinéenne de 18 ans ayant voyagé dans les jours précédents entre la ville de Labé en Guinée et Abidjan en Côte d'Ivoire, soit un trajet de 1500 km en transport en commun. Sur un autre plan, chaque année, des millions de filles dans le monde sont victimes de mutilation génitale féminine, ce malgré les multiples sensibilisations des médecins activistes et l'État pour lutter contre cette pratique. Kayetou Bari et Ibrahima Khalil Silla pour ce reportage. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les mutilations génitales féminines prennent de plus en plus de l'ampleur. Chaque année, des milliers de filles âgées de moins de 15 ans pour la plupart sont victimes de cette pratique. Un fléau qui n'est pas sans conséquences, souligne Dr Ben Youssouf Keita, médecin. Cette pratique, la petite fille reste marquée par la douleur. Les conséquences immédiates qui peuvent arriver, c'est le saignement jusqu'à peut-être l'hémorragie totale qui peut provoquer le décès de la petite fille. Les médecins ne sont pas les seuls à désapprouver les mutilations génitales féminines. De l'autre côté, les acteurs de la chaîne pénale guinéenne mettent également leur grain de sel à travers un manuel juridique axé sur la lutte contre ce fléau. Ces pratiques se faisaient depuis très longtemps. Mais comme on le dit aussi, si effectivement il y a certaines connaissances qu'on arrive à découvrir aujourd'hui que nous ne connaissions pas hier, il faudrait que nous prenions les mesures pour éviter la continuation perpétuelle de ces pratiques, pour permettre à nos sœurs, à nos femmes de pouvoir avoir une vie décente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rédiger ces manuels en identifiant toutes les dispositions légales qui sanctionnent les mutilations génitales féminines en République de Guinée, mais aussi toutes les décisions de justice. Ces interlocuteurs soutiennent que les mutilations génitales féminines constituent un frein dans l'épanouissement de toutes les filles. Ils interpellent donc les parents ainsi que les autorités à prendre leurs responsabilités afin d'assurer le bien-être de cette couche. Je vous le disais à l'entame, dans la capitale Conakry, plusieurs marchés sont confrontés à d'énormes difficultés, surtout en cette période des grandes pluies. Au marché de Kosa, par exemple, des ordures sont placées à maints endroits, le tout aggravé par la boue et d'eau souillée. Une situation que dénoncent des femmes vendeuses qui squattent les lieux. Mariama Kindibali et Mustapha Djane sont allés à leur rencontre. Suivez. Un marché à l'image d'une décharge, c'est celui de Kosa. Ici, les vendeuses écoulent leurs articles en plein milieu des déchets. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens. On est assis dans les ordures, on contracte des maladies ici. Quand les gens passent, ils nous aspergent de l'eau sale. On a demandé qu'ils nous enlèvent les ordures ici, mais impossible. Les familles attendent qu'il y ait pluie pour qu'elles sortent les ordures et les jeter. Chaque jour, notre responsable ramasse les ordures, car on voit le camion qui vient pour nettoyer. Cet endroit est invivable pour les vendeuses et impraticable pour les usagers. Pourtant, elle affirme qu'elle s'acquitte des taxes journalières à l'administration du marché. Taxes qui, selon ces femmes, devraient aussi servir à assainir le marché. Chaque jour, nous payons l'impôt ici. La petite quantité de patates que je vends, je paye 3 000 francs chaque jour. La fréquentation de ces ordures représente d'énormes menaces pour la santé publique. Face à cette réalité, ces vendeuses lancent des cris de cœur.
Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider à lever les ordures ici pour nous permettre d'avoir de quoi nourrir nos enfants. Les autorités n'ont qu'à nous venir en aide. En attendant, ces femmes sont obligées de fréquenter cet endroit afin de subvenir aux besoins de la famille. Les différentes voies routières de la Guinée sont dans une perpétuelle détérioration. Dans la capitale Conakry, précisément à Sonfonia, dans la commune de Ratoma, le constat est très déplorable. Trous et eaux stagnantes sont entre autres ceux qui caractérisent ce passage de la route Le Prince. Ibrahima Timobali pour plus de précision. Comme dans plusieurs endroits du pays, les infrastructures routières souffrent de bitumage. En cette période hivernale, le constat reste très amer. À Sonfonia Marché, par exemple, des trous béants créent souvent des embouteillages. Le calvaire des pratiquants de cette route est visible comme une étiquette. À Conakry, rouler est devenu un véritable calvaire de par l'état de dégradation avancée des routes, et à cela s'ajoute aussi le comportement innocent des femmes, parce que je dirais que c'est de l'innocence. À partir du moment qu'on sait qu'occuper la voirie publique, surtout où passent les usagers, les engins, c'est de courir et marchander sa vie. Face à cette situation, cet autre usager rencontré dénonce la mauvaise conscience des responsables de l'administration publique. Il faut que les consciences se réveillent dans le pays-là. Le malheur de ce pays-là, c'est que nous avons des consciences qui sont vraiment mal orientées. Nous avons des intellectuels qui ont une mal conscience, vous comprenez? C'est-à-dire ils se laissent embarquer par cette vieille génération. Au regard de certains observateurs, l'état actuel des routes de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays demande l'attention des autorités du pays. Depuis plus de 8 mois, les citoyens des localités impactées par le projet du barrage de Soapeti vivent au jour le jour avec la peur au ventre. Chaque jour, selon des informations, des tremblements de terre sont constatés, des séismes qui ne se passent pas sans conséquences, avec d'énormes pertes pour la population, mais aussi les animaux domestiques qui meurent. De l'autre côté, les champs ne sont pas épargnés. On suit ce reportage, grand format d'Alpha Oumar Diallo de retour de Soapeti. Kouria, Amdallah, Danebassa sont entre autres quelques quartiers relevant de la préfecture de Télémélé, située à 270 km de la capitale Conakry. Ici, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Soapeti a considérablement impacté les populations locales. D'abord, des concessions et des champs ont été submergés par l'eau et des animaux domestiques dispersés. Plusieurs villages déplacés. Des tremblements de terre se font remarquer à tout moment. Par exemple, au quartier d'Ognol, dans la sous-préfecture de Kolé, l'on constate les traces du séisme, des maisons fissurées et des cages emportées. Sur le passage, nous avons rencontré une vieille femme âgée de 125 ans. Elle se nomme Maria Matamaro. Suite à un tremblement de terre, une partie de sa maison s'est écroulée et elle s'est prise 2 briques au niveau des jambes. J'ai été fauchée par 2 briques dans la maison. Et aujourd'hui, je passe la nuit dans une case ronde qui m'a paralysée automatiquement. J'ai aujourd'hui 125 ans. Si tous les Guinéens se réjouissent de l'installation du barrage Soapeti, tel n'est pas le cas chez les riverains. Aujourd'hui, des centaines de familles passent la nuit à la Belle Étoile pour faute d'abri, d'autres par peur de périr à un éventuel effondrement de leur maison avec le séisme. Depuis que le barrage a été installé, nous assistons à des tremblements du jour au soir. Parfois, c'est 2 ou 3 fois par jour. En plus, nos champs cultivables ne sont plus accessibles parce qu'il n'y a plus de production. Nous n'avons pas d'eau. Et comme vous le constatez, personne ne travaille actuellement. Cette dame mariée et mère de plusieurs enfants qui a vu sa case s'effondrer ce vendredi matin a du mal à retenir ses larmes. Elle appelle le soutien de l'État.
Toutes nos maisons sont tombées. J'ai envoyé mes enfants dans la grande famille. À mon retour, c'est le même constat. Nos bœufs, nos poulets et même nous, nous ne sommes pas épargnés. Cet autre villageois qui a vu tout son voisinage lui quitter se remet à la volonté de Dieu et accuse les agents recenseurs. Nos plantations ont été recensées, mais sans suite. Aujourd'hui, là où on se débrouille est impacté par l'eau. Chez nous ici, même les étrangers venaient pour se procurer de l'huile de palme. Mais hélas, cela s'ajoute à ce tremblement de terre qui nous inquiète. Pour ces membres de l'Union des impactés de Swapiti, cet effondrement des concessions crée une séparation des familles dans plusieurs localités. Nous sommes impactés à des différentes formes. La première forme, il y a la dissociation des familles, mais on n'a pas le choix pour l'intérêt de la Guinée. Deuxièmement, vous constaterez qu'il y a des biens de cette population qui ne sont pas encore définitivement compensés. Donc la nécessité est là. Deuxièmement, les villages qui sont restés, ou des villages qui sont partiellement, je vais dire, déguerpis, ont des difficultés. Des villages qui n'ont pas d'infrastructures sanitaires, scolaires ou routières. Les maisons sont fichurées. Les gens n'ont plus la confiance de passer la nuit dans leur maison. Parce que d'abord, la première des choses sur cette terre, c'est la vie. Il faut sauver ton âme. Et lorsque ce risque est élevé, tu ne peux plus penser à autre chose. Nous avons besoin de l'assistance de toutes les institutions. Parce que nous sommes ceux qui se sont sacrifiés pour l'intérêt supérieur de ce peuple de Guinée. Le maire de la sous-préfecture de Kouria, que nous avons tenté d'entendre sur cette situation, a rassuré que ces informations seront remontées à sa hiérarchie afin de trouver une solution durable. Pendant ce temps, cette population, composée majoritairement de femmes, est partagée entre tristesse et inquiétude. Sport pour terminer, l'équipe guinéenne connaît désormais ses adversaires pour le premier tour de tournoi qualificatif de la Coupe du Monde Basketball. Le Sili Basket est logé dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et de l'Angola. Ce mercredi, un analyste sportif a évalué les chances de la Guinée dans cette poule. Ibrahima Diallo. La Fédération internationale de basketball a procédé ce mardi 31 août 2021 au tirage au sort pour le premier tour du tournoi qualificatif de la Coupe du Monde de basketball. L'équipe guinéenne se positionne dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et l'Angola. Pour cette analyse sportive, c'est une poule compliquée pour la Guinée. Sur la fin du match, c'est un groupe qui est compliqué pour la Guinée parce que si on arrive à voir les statistiques, les performances, les parcours de ces nations, ça n'a rien à voir avec l'Angola, cette formation centrafricaine, de la Côte d'Ivoire qui a déjà joué la Coupe du Monde avec l'Angola qui maîtrise très bien le continent. Comparativement à la Guinée, ça fait belle lurette même, on n'était même pas qualifié au niveau de l'Afro-Basket. Depuis 36 ans, on n'a pas participé à l'Afro-Basket. Donc, voyez ce qui se passe. Si la Guinée arrive à se qualifier, ça va être une surprise. On serait quand même surpris. Mais la qualification de la Guinée n'est pas exclue. On a vu les performances de nos joueurs pendant l'Afro-Basket. Individuellement, on a des arguments placés. Pour une qualification historique à cette joute mondiale, Amadou Mazor Diallo propose. Pour une qualification historique, elle est simple. Il suffit juste d'abord de remettre en confiance ces joueurs financièrement et ramener d'autres joueurs qui ont déjà désisté, leur confirmer que franchement aujourd'hui, même après les matchs, vous allez avoir vos primes, il faut que vous allez vous préparer très bien. Parce qu'il y a des ces basketteurs qui n'aiment pas du tout la défaite, ils ont parfaitement raison. Il ne faut pas s'engager dans un projet. Si tu as un basketteur comme Doumbouya qui participe au niveau de l'Afro-Basket, il n'arrive pas à s'en sortir, ils vont dire qu'il a échoué. Alors que dans les coulisses, il y a ces réalités qui sont en face. Donc la meilleure solution, il faut qu'il y ait d'abord des investissements au niveau de l'équipe pour que l'équipe arrive à être bien soutenue. En matière de talent, ça ne nous manque pas. À rappeler que la Guinée a déjà croisé le fer avec deux autres adversaires de groupe à l'Afro-Basket de Kigali, à savoir la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Reste à savoir si le drapeau guinéen flottera lors de cette compétition mondiale.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Star 21 TV. Au revoir.